On va passer à la deuxième table ronde maintenant, et je voudrais saluer l'arrivée notamment de Jean-Louis Touraine, qui est lui aussi un homme de l'art, puisque vous enseignez la médecine, vous êtes vous-même médecin et député En Marche du Rhône, rapporteur de la mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique. Monsieur le député, si vous voulez bien prendre place pour la deuxième table ronde, vous êtes le bienvenu. Je voudrais saluer Cyril Isaac Civil, qui est vous aussi médecin, je vous en prie, et député Modène du Rhône. Je vous en prie, prenez place, secrétaire de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Dominique Stoppa-Lyonnet, je vous en prie, madame, vous êtes arrivée il y a quelques instants aussi médecin et professeur de génétique à Paris Descartes, responsable du service de génétique à l'Institut Curie, et on verra avec vous comment justement arrivent à dialoguer les experts avec les différents référentiels, mais pas seulement. Et puis alors, deux hommes de l'art dans le domaine, je dirais, de l'activité privée, mais qui ont une connaissance des deux univers. Pascal Piedbois, qui est le directeur médical de BMS France, du laboratoire pharmaceutique BMS. Bonjour, professeur. Et Jean Kramars, qui est directeur santé internationale à AXA Partners, donc l'assureur que nous citions tout à l'heure. Merci à tous les deux, merci à tous de votre présence. Alors, je vous propose de démarrer avec un parlementaire et de conclure avec un parlementaire. Alors, Cyril Isaac Civil, si vous voulez bien prendre le micro. Docteur, monsieur le député, on a évoqué aujourd'hui la loi santé ce matin dans la première table ronde. On a évoqué les principes aujourd'hui qui doivent permettre d'accélérer, faire sauter les verrous dans l'accès aux données. Mais on voit bien encore que ça reste complexe. Vous coprésidez-vous le groupe d'études prévention santé à l'Assemblée nationale. Un mot sur la vision que vous avez des enjeux et de la capacité d'embarquer tout le privé en France pour pouvoir être plus performant aujourd'hui et ne pas, c'est un des mots qui a été évoqué pendant la première table ronde, ne pas faire courir à la France ce risque de perte de compétitivité dans un domaine où pourtant elle est très puissante intellectuellement et en termes de qualité de ses données. Merci bien. Alors, tout d'abord, effectivement, je suis médecin, je m'intéresse à la prévention et on parle de ces données, c'est intéressant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces données doivent être au service de nos concitoyens et des patients. Au niveau de la prévention, on se rend compte qu'il y a un énorme fossé qui se creuse par rapport aux populations. Il faut savoir, il faut toujours rappeler ça, il faut savoir qu'il y a 13 années de différence d'espérance de vie entre les 5% de la population les mieux éduqués et les 5% les moins bien. Donc c'est ça qu'il faut essayer de suivre. Et par rapport à ça, les données de santé sont une richesse assez extraordinaire. Hier encore, on présentait, le comité interministériel présentait effectivement tout ce qu'on faisait par rapport à la prévention. C'est intéressant et on a des résultats. Je trouve actuellement ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai partage politique par rapport à la prévention, par rapport à la santé, par rapport aux données de santé. Mais il ne faut jamais oublier l'objectif qui est de faire en sorte que l'ensemble de la population aille mieux. Et par rapport à la prévention, on sait très bien que par rapport au message, on a des résultats qui sont positifs. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de ces résultats qui sont positifs, est-ce qu'ils concernent ceux qui ont le plus d'informations ou ceux qui en ont le moins? Et je trouve que la problématique, elle est là. Effectivement, il y a des gens qui mangent mieux, qui fument mieux, qui fument moins, qui respirent mieux. Mais grosso modo, ce travail, il est quand même fait. Les gens qui entendent ce message sont les gens qui ont les capacités à l'avoir et que malheureusement, il y a beaucoup de gens qu'on laisse sur le côté du chemin et qui, eux, petit à petit, s'aggravent. Et donc, c'est toute la difficulté qu'on a au niveau de la politique de santé, la politique de prévention. Et c'est pour ça que les données sont, pour moi, c'est un sujet qui est assez fondamental, dans le sens où, à partir du moment où on pourra disposer des données par rapport à la prévention, on aura fait un grand pas en avant. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'au fond, et effectivement, on va parler prévention et prédiction, en particulier dans cette table ronde, pour être encore plus concret dans l'usage des données, vous nous dites, nous, avec les données, on va aller un peu plus loin dans un discours très général sur la prévention, dans l'éducation du public. C'est-à-dire qu'on pourra dire avec précision, désormais, grâce à l'exploitation des données, qu'agir de telle ou telle manière a tel ou tel impact. Aujourd'hui, finalement, on n'est pas capable de le faire. On est dans une prévention très romantique, presque. Tout à fait. Et les données de santé doivent nous permettre de mieux connaître l'état de la population.
l'état de santé de la population. Épidémiologie. Voilà, chose qu'on ne connaît pas. Je trouve qu'effectivement, on a fait pas mal d'avancées, et notamment la semaine dernière, lors de la discussion de la loi santé, dans le sens où on a fait en sorte que l'ensemble, ça c'est un amendement que j'avais porté, que l'ensemble des données de la prévention, là, effectivement, ça commence dès les premiers mois de la vie, même effectivement avant la naissance, toutes les données de la PMI soient prises en compte dans le data. On a fait en sorte qu'effectivement, pareil, la médecine scolaire, les données de la médecine scolaire, là, ça c'est intéressant, dans le sens où on se rend compte que les données de santé sont très éparpillées, mais ça, effectivement, je pense que vous en avez fait le constat. L'éducation nationale a mis en place, effectivement, tout un système d'information qui s'appelle Esculap, mais qui est déconnecté, effectivement. Donc, il y a un tas de choses comme ça, que ce soit la PMI, la médecine du travail, on a fait en sorte qu'elles soient reconnectées. Donc, ce qu'il faut, c'est reprendre l'ensemble des données de santé, les centraliser, avec pour but, effectivement, d'améliorer, de connaître la population. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on verra, effectivement. Moi, je suis chaque fois surpris, par rapport aux maladies émergentes, qu'en France, on s'en rende compte 10 ans après. Quand on voit, effectivement, certains scandales médicaux, par exemple, l'histoire de la dépakine. La dépakine, on s'en rend compte 10 années après. Les dispositifs médicaux, on s'en rend compte 10 ans après. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'épidémiologie n'est pas suffisamment bonne, et que grosso modo, on n'arrive pas à repérer suffisamment tôt, parce qu'effectivement, on n'exploite pas assez bien les données de santé dont on pourrait disposer. Mais c'est parce que peut-être aussi en amont, on n'a pas défini clairement les bons indicateurs, et on travaille peut-être pas assez sur les indicateurs. Je voudrais vous amener au DMP, par exemple, pour lequel vous avez réalisé un rapport. Pas encore, bientôt. Vous êtes en train de le réaliser. Alors, on a des données dont on nous dit que c'est un immense trésor, qu'elles sont formidables. Mais comment organiser le travail pour pouvoir faire cette œuvre d'épidémiologie que vous souhaitez à l'échelon et mieux connaître la population? Quelque part, d'abord, je pense qu'il faut savoir qu'il manquait l'objectif. Et par rapport au DMP, jusqu'à maintenant, on n'a jamais fixé les objectifs. Les objectifs du DMP, c'est quoi? C'est pour avoir un meilleur suivi individuel. Est-ce que, effectivement, c'est pour avoir des meilleures données épidémiologiques? Est-ce que c'est pour faire, effectivement, des économies, entre guillemets, de santé? Parce qu'effectivement, on dit qu'il y a 20-30% des actes qui sont inutiles, et grosso modo, on peut faire des économies. Et donc, pour moi, et c'est tout l'intérêt du travail que je vais mener dans les mois qui arrivent, c'est de savoir, effectivement, le DMP, ça fait 10 ans, ça fait des centaines de millions qu'on a dépensés. Le problème, c'est est-ce que la commande politique avait été claire au départ? Et là, actuellement, quelle est la commande politique par rapport au DMP? Quelle est la commande politique par rapport au nouvel espace numérique de santé? Donc c'est ça, je pense, qu'il faut définir, et c'est la responsabilité du politique. Et c'est pour ça que, dans le cadre de la MEX, la mission de contrôle et d'évaluation de la sécurité sociale qu'on a au sein de l'Assemblée, on va faire ce travail-là. C'est un peu terrifiant de vous entendre quand même nous dire qu'on en est encore là aujourd'hui. On en était là, ouais. Et je pense qu'effectivement, depuis 2 ans, grâce à un portage politique, une volonté politique, je pense que les choses changent. Je dis par rapport aux données de santé, par rapport à la prévention, c'est ça qui change. Alors, et je suis très fier qu'on change un petit peu tout ça. L'idée, c'est quoi? C'est quand même d'avoir des données sur toute la population plus fines, ou des données individuelles plus fines? C'est ce que je dis, effectivement, c'est définir l'objectif. Je pense qu'effectivement, bien évidemment, il faut avoir un suivi individuel, c'est important par rapport aux données personnelles, et puis il faut avoir un suivi épidémiologique, dans le sens où pour le moment, ce travail épidémiologique, on ne le fait pas dans notre pays, alors que, comme vous disiez, effectivement, on a un trésor qui sont ces données de santé, qui ne sont pas toutes répertoriées, et c'est grâce à ça qu'on pourra faire un pas de géant. On a un labo. Un pas de géant, et puis en même temps, cerner les populations. Là, on parle souvent des fractures. Ouais. On a des tas de fractures. Et je pense qu'au niveau santé, il y a une fracture qui est en train de s'installer entre les gens qui sont éduqués, qui ont les bons comportements et qui progressent en santé, et puis ceux, effectivement, quelque part, qui restent sur place. C'est ça qui est très important. Ce que vous nous dites, que tout le monde avance en même temps. Ouais. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, on se trompe de combat en ayant, par exemple, très peur de l'incapacité à anonymiser les données. Le vrai combat, c'est d'apporter plus d'infos, mieux d'infos aux Français, aux soignants, à tout le monde, pour avoir les bons comportements. Tout à fait. C'est connaître l'état de la population pour savoir effectivement comment est-ce qu'il faut agir. Et puis après, c'est aussi un autre truc qui est assez extraordinaire, c'est pour évaluer. Comment est-ce qu'on évalue une politique publique sans avoir effectivement des informations? Bon, et donc mais alors, ces données nous permettront de faire ça.
Il n'empêche qu'il y aura quand même la question de l'anonymisation sur laquelle on reviendra, qui est un des blocages, en tout cas culturels, psychologiques, qui fait qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas là où on voudrait être en matière d'usage des données. Madame Stoppalione, je vous en prie, comment est-ce qu'on transforme toutes ces datas, ça c'est un des enjeux aussi, en information médicale, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit simple et opérationnel? Bonjour, donc c'est une question très large, mais je dirais que c'est un point essentiel que d'avoir au départ des datas de qualité. Ça, c'est un point. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de big data, c'est-à-dire l'intégration de données d'origine diverses qu'on va réunir, agréger et dont on va sortir, soit par une approche avec des hypothèses sur lesquelles je peux revenir, par exemple avec la médecine prédictive, soit grâce à l'intelligence artificielle. Mais ce qui importe, c'est que ces datas soient de qualité. Vous savez qu'on dit garbage in, garbage out, des déchets au départ, des déchets à l'arrivée, et c'est vraiment une préoccupation essentielle. Ensuite, ça c'est sur les données. Maintenant, vous posez une question qui est essentielle, et en particulier dans le domaine de la génétique médicale, qui est plutôt mon champ d'expertise, c'est comment transformer des données en informations. Et donc là, il y a un gap, comment transformer des données en particulier génomiques, des données de séquences, en informations médicales dont l'utilité clinique est démontrée. On pourrait bien sûr le décliner dans des tas d'autres situations. Je viens à l'idée, par exemple, en imagerie, et là je pense que l'intelligence artificielle va résoudre les choses. Aujourd'hui, en imagerie, le radiologue est confronté à ce qu'il appelle des incidentalomes, des images construites qui peuvent conduire aujourd'hui, conduisent aujourd'hui à des examens complémentaires dont certains peuvent être invasifs et dont l'utilité, enfin dans certains cas ça aura été utile, mais je crains que le plus souvent, compte tenu du nombre d'incidentalomes, ça aura été inutile. Et donc l'un des grands enjeux, ça va être de transformer ces images médicales en images dont l'interprétation est claire et va guider une prise en charge adaptée. Vous dites de ce point de vue-là qu'il y a un gap entre la validation scientifique et l'utilité clinique. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, je prends un exemple des tests de susceptibilité. Vous avez tous entendu parler des tests sur Internet qu'on qualifie de direct to consumer. Donc, ce sont des sociétés qui proposent des tests de susceptibilité à l'hypertension artérielle, à la maladie de l'Alzheimer, à certains cancers. Eh bien, en fait, ces facteurs de susceptibilité ont été obtenus à partir d'études formidables, qui sont des études ce qu'on appelle d'association génome entier, où on a regardé dans un groupe de cas par rapport à un groupe témoin la fréquence de tel ou tel variant dans la population. Et puis on a montré qu'effectivement, il y avait tel variant qui était plus fréquent dans le groupe des cas, atteint telle ou telle maladie. Et on a extrapolé de façon très juste que ce variant est donc associé à une augmentation de risque de 1,1, 1,02, c'est-à-dire c'est rien. Et donc là, et avec un petit p d'un point de vue scientifique qui est extravagant, c'est p 10 puissance moins 70, enfin, des trucs très forts. Ça a été fait sur des dizaines de milliers de personnes. Simplement, il y a un gap entre la validité scientifique qui est très forte et l'utilité clinique qui aujourd'hui est nulle. Mais, de quelle nature? Alors, qui est nul, c'est en sens que l'utilité clinique, enfin un examen qui a une utilité clinique, a un sens quand il va conduire à une modification de la prise en charge de la personne. Donc là, à tel variant, il n'y a pas d'utilité clinique. Mais après, il ne faut pas être impatient, il ne faut pas tout jeter. C'est quand même, ce sont des études génome entier qui nous ont occupés là pendant les 10 dernières années. Et c'est seulement maintenant qu'on commence à voir leurs applications, en fait, en combinant ces variants. Et on parle de PRS, de polygénique risk score. Et donc, c'est la combinaison de ces variants qui peut avoir, à titre individuel, un sens. Mais alors, on voit bien qu'on a beaucoup d'informations, évidemment, mais ça, c'est un truisme, une évidence depuis le début, qu'on est en train, pour autant, d'en sortir de l'information médicale. Et vous dites qu'on va trop vite, ou en tout cas, par exemple, en oncogénétique, il faut faire de l'oncogénétique raisonnée, il faut aller pas à pas, on met la charrue avant les bœufs. C'est quoi le débat, là? Un peu technique, mais qui est important dans la façon dont on utilise ensuite en prévention ou en prédiction. Pourquoi est-ce que je parle d'oncogénétique raisonnée, donc pas à pas? Je prends l'exemple des prédispositions au cancer du sein, et en particulier des tests BRCA1 et BRCA2. Certains disent, et les plus au sérieux, enfin, il y a une étude
américaine et anglaise qui a titré, il y a un an, « Il est coût-efficace de faire des propositions de tests BRCA1 et 2 à toutes les femmes de plus de 30 ans dans la population générale, quelle que soit leur histoire personnelle, quelle que soit leur histoire familiale. » Moi, donc j'ai regardé avec attention le modèle utilisé, une sorte de modèle multifactoriel, mais surtout les paramètres du modèle. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Et notamment, ce qui est important, c'est les données de pénétrance, c'est-à-dire le risque tumoral associé à telle altération, enfin une altération de BRCA1 ou de BRCA2. Et quand on reprend en fait ces risques tumoraux, qui sortent d'une étude de très grande qualité, étude prospective, mais faite à partir de familles à cas multiples de cancer du sein. Et donc on a faussé le... Elle surestime finalement, à mon sens. Donc en gros, elle dit, c'est coût efficace. Si, toutes les femmes de la population générale font un test BRCA, l'acceptent, ce qui n'est pas évident, on peut en discuter. Si deux, et dans le modèle, on retient que c'est une personne sur 150 dans la population occidentale qui est porteuse d'une altération de BRCA1 ou 2, je pense que dans le modèle qui est proposé, il n'y a pas eu assez de prise en compte des facteurs modificateurs des risques et puis aussi des souhaits des femmes qui seraient concernées, parce qu'il est retenu dans le modèle que c'est coût efficace en termes de mortalité. Si 47% des femmes se sachant porteuses d'une altération BRCA1 ou 2 font une chirurgie mammaire prophylactique. Aujourd'hui, en France, le taux d'acceptation est de moins de 10%. Bon, mais pardon, au-delà de ce sujet très pointu, et vous, qui êtes généticienne à Curie, non, au-delà de ça, on est finalement, c'est un exemple d'un des débats qui va aujourd'hui se poser à tout l'univers des praticiens, qu'il s'agisse du privé ou du public, et on va entendre ce que, par exemple, un laboratoire pharmaceutique a comme approche du problème que vous posez là. Où ça doit être tranché, ça? Ces débats qui sont des débats scientifiques, au fond. Eh bien, c'est tranché. Ça va être travaux préparatoires à la révision de la loi bioéthique, l'avis du Comité national d'éthique, l'avis 129, l'avis de l'OPEX, une grosse divergence entre les deux. L'OPEX est très, très, très prudent. Le CCNE ouvre les vannes du diagnostic en population générale. Il va y avoir, je pense, un consensus. Moi, je ne suis pas du tout contre. Comment dire, mon propos est de dire il est très important de faire le tour de ces facteurs de prédiction pour avoir un risque individuel et pas un risque moyen en population. Donc on va y arriver. Il faut nous donner les moyens. Et les moyens, c'est quoi? C'est justement, on reboucle sur les données. Et donc le Health Data Hub me semble très, très important pour pouvoir accumuler des données épidémiologiques de qualité. Alors, dites-nous un mot d'un autre outil, qui est le plan France Médecine Génomique 2025, qui va offrir des outils précisément pour avoir une ouverture la plus large possible sur les facteurs en termes de prévention et de prédiction. Alors, le plan France Médecine Génomique qui a été proposé en 2016 à l'instigation de Manuel Valls, eh bien, a pour vocation de faire entrer la génomique dans le parcours de soins du patient. Et au départ, il ne s'agit pas... toute la génétique médicale à l'heure actuelle ne va pas se retrouver, ne va pas être résumée par le plan France Médecine Génomique. Mais ça va s'adresser à des patients qui ont une maladie rare dont on n'a pas fait le diagnostic et dans lequel on pressent un substratum génétique, alors qu'on aura fait quelques premières analyses génétiques qui n'auront rien donné. Ce sont des patients atteints d'un cancer grave, réfractaire, et dont on va étudier la tumeur pour repérer une nouvelle cible thérapeutique, et là encore, dont les premières analyses n'auront rien donné. Et l'idée, là, est de mutualiser les outils en créant des plateformes de séquençage qui vont analyser le génome entier, ou au moins toutes les parties connantes des gènes. Et donc, on va avoir un très grand nombre de données qui vont être générées, qui vont être réunies dans ce qu'on appelle le CAD, le collecteur d'analyseurs et analyseurs des données. Et en gros, il va falloir que ce soit... on va tirer beaucoup d'informations de la confrontation des données cliniques et des données génétiques. Et je crois que c'est un point très important. Il ne faut pas... la confrontation, l'obtention de l'ensemble des données est essentielle. Et la collection au niveau national et international, il y a de grands efforts qui sont faits pour s'unir sur la compréhension de certains gènes, eh bien, est fondamentale.
Voilà. Et on espère beaucoup. Il y a une connexion que j'ai lue avec un peu de difficulté. Enfin, j'ai dû faire des recherches, mais des recherches de caractère dans le texte. Mais enfin, il y a un petit lien entre Health Data Hub et le plan FMG 2025. On va essayer de l'entretenir. Il n'est pas assez grand ce lien, on l'a bien compris, exactement, selon vous. Alors, je vais vous demander de passer votre micro à Pascal Piedbois. Vous êtes, médecin aussi, enseignant, chercheur. Vous êtes passé du public au privé et du privé au privé. Aujourd'hui, depuis 2 mois, vous êtes le directeur médical du laboratoire BMS France. Votre vision à vous de ces enjeux, alors que là, on voit bien que la question de l'ouverture est fondamentale, la question de la capacité à accéder à tous les éléments, tous les facteurs déterminants pour faire de la prévention qui soit sérieuse au fond. C'est ça l'enjeu, c'est maintenir la confiance, développer la confiance, obtenir l'ouverture, mais en ayant un haut niveau d'authenticité, de fiabilité de la formulation de la prédiction et de la prévention que vous établirez tous. Comment vous, acteurs du privé, vous voyez les choses? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par dire que ma vision n'est en rien opposée aux deux visions qui viennent de s'exprimer. Celle exprimée par monsieur le député Isaac Sibyl, et également celle que vient d'exprimer Dominique, qui, entre parenthèses, est probablement une des meilleures connaisseuses des prédispositions génétiques au cancer. Donc ce qu'elle dit est parfaitement fondé. Et je trouve que ça résume assez bien la situation. C'est-à-dire une situation dans laquelle, on a parlé ce matin de science-fiction, il y a aussi une science-réalité. Et la science-réalité d'aujourd'hui, c'est que beaucoup d'actes de prévention sont possibles dès aujourd'hui. C'est ce que vous nous avez dit. Il faut certes améliorer l'information du public, certes rendre l'égalité d'accès aux soins meilleure, mais aujourd'hui, on dispose de moyens de prévention qui sont sur place, et à commencer par la lutte contre le tabagisme et contre l'alcoolisme. Je rappelle au passage également que la France est le pays de Pasteur. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ce qu'a dit Dominique est également extrêmement important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît de mieux en mieux les prédispositions génétiques au cancer, mais que, et elle l'a dit, il faut peut-être avoir un petit peu de patience et se dire que la médecine prédictive et préventive, surtout la médecine préventive à la carte, c'est un objectif. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut aller, mais c'est un objectif pour demain, et qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore tout à fait là. Néanmoins, je crois que c'est la vision qu'on doit avoir. Car finalement, quand on y réfléchit, il y a des grands facteurs de prédisposition, il y a des grands facteurs de risque, environnementaux en particulier, qui sont évitables. Et puis, il y a des susceptibilités individuelles. Si on veut mieux les comprendre, alors il faut qu'on avance dans la génétique, mais aussi dans la compréhension de l'ensemble des facteurs environnementaux qui constituent le quotidien de chacun d'entre nous. Donc pour moi, il y a 2 défis qui sont essentiels. Il est diagnostique et thérapeutique. Le défi diagnostique, et là je rejoins l'intelligence artificielle, le défi diagnostique, c'est comment ces outils merveilleux pourront demain, et peuvent déjà aujourd'hui, et là on n'est plus dans la science-fiction, on est dans le quotidien d'ailleurs, on l'a entendu, peuvent déjà aujourd'hui nous permettre d'avancer dans nos diagnostics, par exemple dans nos diagnostics d'imagerie, mais aussi dans nos diagnostics anatomopathologiques, etc. On passe d'une médecine qui finalement était un peu simpliste, et j'ose le dire parce que je l'ai pratiqué très longtemps, à une médecine qui devient de plus en plus précise. Donc ça, c'est l'aspect diagnostique. Et puis l'aspect thérapeutique, et ce matin, on a entendu, et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Olivier Véran, notre collègue également, Olivier Véran, quand il a décrit ces situations cliniques que tous les médecins dans la salle ont reconnues, qui font que c'est très très compliqué aujourd'hui d'avoir non seulement de choisir le bon traitement, mais la bonne stratégie thérapeutique. Et là encore, on voit bien que le cerveau humain n'est pas suffisant. Oui, et alors vous dites que sur le plan technologique, au fond, c'est un défi qui va se régler. C'est-à-dire que vous n'êtes pas inquiet, puis surtout vous considérez que le défi n'est pas immense, quoi, le terrain à parcourir. Sur le plan humain, là, culturellement, il y a quelque chose à faire. Quoi, vous allez nous dire? Et donc finalement, de manière plus large, sur le plan politique, c'est-à-dire sociétal et citoyen, là encore, il y a un défi. Vu par un labo, c'est intéressant. C'est quoi ces aspects-là? Alors, on a parlé ce matin, je n'y reviendrai pas, du défi technologique. J'ai une croyance personnelle qui est que je crois que ces défis seront relevés par la technologie. Je crois beaucoup
que ces défis sont relevés. Le défi sociétal et politique, je dirais que je suis aussi un citoyen qui croit à son environnement politique et qui fait confiance. Par contre, celui que vous avez également cité, auquel je crois qu'il faut que nous nous attachions tous, c'est celui du défi pour les acteurs de santé et du défi pour les malades. Je vais vous citer une anecdote, mais qui pour moi, j'y pensais tout à l'heure pendant la première table ronde. Au milieu des années 80, j'étais interne chez Robert Zitoun à l'Hôtel Dieu à Paris. Et Robert Zitoun, qui était un puits de science et un grand humaniste, avait une expression quand on lui posait une colle et qu'il ne savait vraiment pas répondre. Il nous répondait « Nous sommes face à une situation multifactorielle ». Ça nous faisait sourire et on se disait « Voilà donc une impasse ». Bien, aujourd'hui, c'est parce que nous sommes et que nous le reconnaissons dans des situations multifactorielles que l'intelligence artificielle va nous aider. Oui. C'est parce que la compréhension en profondeur de ces situations nous permettra d'affiner nos stratégies thérapeutiques. Finalement, et je termine là-dessus, sur cette partie, on est en train de passer d'une médecine où on était one size fit all à une médecine stratifiée, c'est-à-dire on comprend les groupes d'individus, à une médecine personnalisée, et c'est aussi ce qu'a dit Dominique. Bon, mais alors, je voudrais que vous nous montriez sans multilangue de bois, comment ce qu'un labo peut exploiter de tous ces aspects, de ces données ouvertes. Vous cherchez des molécules ou de nouveaux médicaments, en biomède aussi, vous les développez ensuite, et ce, avec la recherche clinique, les hôpitaux, en France notamment, et puis vous avez à un moment donné, quand il y a un médicament, la capacité à accéder au marché et à le vendre. Bon. Sur ces 3 points, qu'est-ce que les données doivent vous apporter et comment il y a une interaction entre forcément la donnée ouverte, publique, et un retour pour toute la collectivité. Pour moi, vous ne soyez pas les seuls bénéficiaires de la chose. Pour moi, ces 2 points n'en font que 2, recherche et développement. Et je vais m'expliquer. Sur le volet recherche, l'intelligence artificielle, les big data, nous donnent de plus en plus la possibilité de comprendre, de mieux définir les cibles thérapeutiques, les cibles biologiques thérapeutiques sur lesquelles nos médicaments doivent être développés. Très concrètement, Harris et l'INCa viennent de créer une plateforme de données de santé en oncologie qui va s'inscrire dans le cadre du Health Data Hub, et je crois qu'on y est. L'aspect développement me paraît encore plus important. Pourquoi je mêle développement et accès au marché? Parce qu'on est passé d'un concept de développement hier, et peut-être encore un peu aujourd'hui, dans lequel on développait des médicaments, ils étaient mis sur le marché, et puis on les surveillait, d'un point de vue, bien sûr, pharmacovigilance, mais finalement, ils vivaient leur vie. À un concept aujourd'hui où on a un plan de développement, le médicament est mis sur le marché, mais on continue à construire la preuve, on continue à construire l'évidence. Et si on veut continuer à construire l'évidence, si on veut continuer à connaître et à comprendre la valeur médicale de nos médicaments, alors on a besoin d'avoir recours aux données en vie réelle, alors on a besoin d'avoir recours à ces vastes bases de données qui, je l'espère, seront de plus en plus ouvertes. C'est-à-dire que ce que vous venez de nous dire, c'est que, contrairement à la crainte qu'on a parfois en Europe, mais en France en particulier, sur la façon dont certains acteurs privés pourraient exploiter, par exemple, les données, vous nous dites au contraire, si vous voulez que nous soyons bons dans non seulement la découverte, le développement, mais aussi ensuite dans le suivi, la pharmacovigilance de nos médicaments, alors il faut nous donner une capacité absolument ouverte à l'évolution même, aux données en permanence, quoi. Parce que sinon, on ne peut pas être à l'optimum du bon suivi d'un nouveau produit qu'on met sur le marché. Ce que je dis, c'est que la recherche, le développement et le suivi d'un médicament sont un continuum, et que ce continuum n'est possible et n'est efficace qu'effectivement s'il y a une partage de données sécurisée, mais un partage de données. Alors, c'est normal que vous plaidiez de cette façon pour l'ouverture. On verra si, dans le débat, ça implique, et pas que de la part de Mme Stoppal-Lyonnais ou de Jean-Louis Touraine, des objections. Mais je voudrais qu'on en vienne. Donc là, on est à la fois dans la prévention et dans le soin, hein, mais qu'on en vienne à la vision de l'assureur. Alors, qui est à la fois un assureur au sens strict de la capacité à rembourser, à accompagner, à financer, mais qui est aussi, Jean Kramars, un prestataire de services.
télémédecine aujourd'hui, télémédecine au quotidien 24/24, c'est un des produits que vous réalisez avec votre plateforme chez AXA Assistance, AXA Partners. Donc vous êtes avec des médecins, je veux dire, vous êtes dans cette... Bon. Et vous collectez des données, de fait, aussi. Donc vous êtes un acteur à la fois dans le concept, dans la finance, mais aussi dans l'opérationnel, très, très concrètement. Vous êtes donc directeur santé international d'AXA Partners. Aujourd'hui, les data vous intéressent de quelle façon et quelle est votre philosophie de l'approche des data pour vous? Alors, première précision indispensable, il y a évidemment une, je ne sais pas comment dire, plus qu'une muraille de Chine, un bunker entre ce qui se pratique dans l'activité de télémédecine avec nos médecins, qui sont d'abord et avant tout des médecins. Qui ont le serment d'Hippocrate, qui le respectent, qui ne donnent pas les données. Évidemment, et avec toutes les règles légales, les règles de sécurité informatique qui permettent que ça ne soit pas juste une pétition de principe, mais une réalité. Et puis l'activité de l'assureur qui, en France, est complémentaire. On a la chance de vivre dans un pays, il n'y en a pas tant que ça, où tout le monde est assuré, tout le monde est assurable, tout le monde est plutôt bien couvert, surtout en cas de coup dur. Vous venez de mettre le doigt sur un des sujets. Hein. Est-ce qu'on restera tous assurables quand on saura à l'avance qu'on peut développer tel cancer à telle époque, etc. Enfin bon, clairement, c'est un des enjeux de la table ronde. C'est à nos députés de s'en assurer. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Parce qu'il faut bien voir que c'est un écosystème un peu comme une réserve naturelle qui n'est pas si courant, pas si fréquent. Et évidemment, il faut le La France préserver. est une réserve naturelle. Mais sur votre question, je ne ferai pas forcément la même réponse sur la France et sur les autres pays. Sur la France, je pense que les sociétés d'assistance au sein des assureurs peuvent participer à faire de la prévention une science exacte. Je regardais, en m'en amusant un peu mais pas beaucoup, les conseils de prévention aujourd'hui qu'on est capable de donner de manière un peu certaine à toute cette population. C'est vrai qu'il y a un côté CSP+, à se dire je veux manger bio, je veux faire attention, etc. Mais pas que. La totalité de la population se rue sur les forums, les sites d'information, les suppléments du dimanche pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour être en bonne santé. Alors on a cité deux trucs. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Le tabac, c'est pas bon pour la santé. On est dans le domaine des certitudes. Au passage, il a fallu des dizaines d'années, par exemple aux États-Unis, pour que le lobby du tabac arrête de faire planer un doute sur cette question. Et en France, je ne vais pas dire qu'il y a un lobby de l'alcool, parce que nous sommes tous, quelque part, des promoteurs du fait de dire « Oh, un verre, ça ne fait pas de mal, c'est même agréable ». Et pourtant, l'alcool n'est pas bon pour la santé. Ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelle proportion, on entre dans des débats. Mais alors, si je vous dis quelle est la troisième chose qu'on sait, on va beaucoup débattre et on ne va pas beaucoup trouver. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai entendu pendant des années que le petit déjeuner était probablement le repas le plus important de la journée, alors que boire un bon verre de jus d'orange et si possible rajouter des céréales, c'était probablement la meilleure chose que je pouvais faire pour moi, pour mes enfants, pour toute la famille. Aujourd'hui, des gens vous disent avec pas mal d'assurance qu'en fait, sauter le petit déjeuner ou remplacer le verre de jus d'orange par du bacon et du fromage, c'est peut-être mieux. Voilà le degré de certitude sur lequel on est sur la prévention. Pardon, ça m'amène à une réflexion sur les données de santé qui est de dire, quand on parle de prévention et pas de soins purs, de médecine 4P, etc., il faut aller au-delà de la donnée de santé pure qu'on va trouver dans les systèmes. Et ça, on le sait depuis longtemps. Framingham, c'est 1948 que les Américains ont commencé à suivre de manière plus large. Qu'est-ce que les gens mangent? Est-ce qu'ils bougent? À quelle heure ils se couchent? Et qu'est-ce que ça fait? Et tout ça, pour le moment, il n'est pas dans les plateformes de santé. C'est beaucoup plus diffus, beaucoup plus multifactoriel. Le mot a été employé. Et là, on n'est qu'au tout début des choses qui peuvent être utiles et sur lesquelles les assureurs en diffusion de la bonne parole, j'ose dire, peuvent avoir un rôle.
Bon, mais vous êtes à votre façon, avec d'autres mots ou d'autres exemples, en train de dire un peu la même chose que monsieur le député. Vous nous dites finalement, passons de la légende urbaine en matière de prévention, au-delà des deux éléments de base, à une observation méthodique, systématique, grâce aux données, pour pouvoir avoir des discours plus... Bon, ce sera plus efficace. Enfin, comment on va le rendre concret, cet aspect-là? Comment on va obtenir ces informations et en quoi l'assureur-là peut jouer ce rôle de bon samaritain ou en tout cas de bon porte-parole? Je pense que tout ce qui est parasanté, mais où il y a quand même un consensus pour dire c'est quand même important, c'est-à-dire quand on est dans la prévention, les assureurs diffusent des outils très simples, des applications, des messages, des comptes Twitter qui participent à cette éducation sanitaire finalement de la population. Il y a quelque chose qui est aussi fondamental, c'est la confiance. Et j'ai envie de dire, nous sommes tous finalement autour de cette table un peu en déficit de confiance. Les labos pharmaceutiques n'ont pas une adhésion et une confiance absolue dans la population. Les assureurs, c'est pareil. Je ne sais pas dans l'indice de confiance comment on se situe, mais on va dire probablement pas dans le haut du tableau. Je ne me permettrai pas de parler de la confiance dans le personnel politique, donc je me parlerai plutôt de la confiance dans le corps. Ça, c'est un coup bas. Ça, non, justement, je n'en parle pas. Vraiment, c'était pas la peine, quoi. Mais ce que je veux dire par là... Vous n'êtes pas les seuls, ça on a compris. Et les médecins, c'est pareil, hélas. C'est-à-dire quand on voit le combat... quand ils sont à la fois politiques et médecins, vous dites... Oui, mais même d'une manière plus générale. Mais je vais prendre cet exemple-là. Madame Buzyn, qui mène un combat qui pourrait sembler de l'ordre de l'évidence sur le thème, la vaccination, fermons les maternités qui sont substandards. On pourrait croire qu'on est dans des choses, nos problèmes, nos regrets, comme on dit. Eh bien non, c'est un combat. Et c'est là aussi où la data... c'est pas simplement... La confiance et la data, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est parce que les gens font confiance qu'ils vont donner de la data. Et donc, c'est très important de bâtir un référentiel qui donne confiance dans l'échange de data. Mais la data va aussi donner confiance dans des politiques publiques. Bon, mais vous comprenez que les gens, de ce point de vue-là, alternent entre le souci d'efficacité et, par exemple, quand on est diabétique, se faire aider par son assureur ou par son processus, son parcours de soins, sa mutuelle, etc. On se dit c'est formidable, on va plus loin. Vous me preniez l'exemple du diabète où vous dites aujourd'hui on donne quasiment pas d'informations. Il y a des pays où on n'aide pas du tout les diabétiques à savoir à quel moment et de quelle quantité utiliser l'insuline. Enfin bref. Alors que nous pourrions aider à ça. Mais à l'inverse, il y a cette inquiétude d'être un peu en permanence sous cloche surveillée sur tous les aspects. Comment est-ce qu'il faut, pour établir la confiance, établir le discernement, la différence entre prédictif, préventif et la dimension personnelle, c'est-à-dire la menace de se voir un jour qualifié et qu'on vous dira ben non, justement, vous n'êtes plus assurable parce que... Comment est-ce que vous résolvez cette question? Alors, je pense que la réponse, elle est d'abord politique. C'est-à-dire que dans le meilleur des mondes possibles, et dans le domaine de la santé, la France en fait partie, il y a un dispositif public qui garantit que tout le monde a accès à la santé et aux soins, quel que soit son état de santé préalable ou Moi, je vous parle de l'assureur. Hein. Oui, mais l'assureur, il intervient dans un cadre réglementaire qui, j'ai envie de dire en France, protège et le patient et l'assureur de toute dérive. Dans les autres pays, il y a beaucoup de pays où on est dans le domaine de la liberté. Et la liberté ne joue pas en faveur du patient. Très concrètement aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, si vous dites « j'ai un diabète, s'il vous plaît, monsieur l'assureur, je voudrais accéder à de l'assurance », l'assureur dit « moi, monsieur, j'ai entendu dire qu'il y avait des comorbidités, j'ai entendu dire que ça allait me coûter très cher, j'ai entendu dire que c'était un gros problème, donc allez voir le système public, moi je ne vous assure pas. » Et j'ai envie de dire, c'est une catastrophe, ce manque de data, de compréhension, et pour le malade, et indirectement pour l'assureur, qui se prive, pour parler de manière très très commerciale, d'un client potentiellement assurable. Vous êtes en train de nous dire qu'au fond, plus il y aura là aussi d'accès pour vous aux données d'épidémiologie,
plus on sera capable de dire avec précision comment prévenir, comment annoncer aussi ou comment prévoir le cas échéant, plus vous pourrez être fin dans les primes d'assurance ou dans votre capacité à faire porter le risque, à mutualiser le risque et donc à le préciser, à préciser son coût et donc finalement à rendre tout le monde assurable. Enfin, en gros, un assureur face à un risque, que ce soit un risque industriel ou un risque médical, dans le noir, il n'y va pas. Ouais. Il dit écoutez, je ne sais pas. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pathologies, je ne parle même pas de l'individualisation du risque, on ne sait pas dire. Moi, quand je pose la question à des spécialistes du diabète, c'est à long terme, est-ce qu'un diabétique qui se soigne bien, qui reste, qui arrive à maîtriser son taux de glycémie dans une certaine bande, est-ce qu'il a un meilleur pronostic, est-ce qu'il vieillit mieux, est-ce qu'il a plus de maladies ou moins de maladies qu'un autre? Il n'y a pas aujourd'hui de réponse fiable, faute de data. Un assureur qui disposerait de données précises là-dessus serait en mesure d'assurer plus de diabétiques, par exemple. Oui, alors, finalement, vous nous dites, c'est un progrès social. Laissez-nous accéder aux data et accédons et mettons en commun ces data et on aura un progrès social dans la capacité d'assurer. Plus il y aura de faits, de data disponibles, plus les assureurs feront intelligemment leur métier, encore une fois, à condition d'être encadrés par des lois. Alors, la question de monsieur tout à l'heure, c'était aussi pourquoi pas plus vite? Pourquoi on ne permet pas à ceux qui ont déjà des données, je pensais aux mutuelles, il nous citait une mutuelle tout à l'heure, bon, on est dans ce domaine-là, vous pouvez peut-être, de ce point de vue-là, vous venez de répondre, vous venez de dire faisons-le et soyons encadrés. Je me tourne vers Jean-Louis Touraine, et pas uniquement sur ce sujet. Monsieur le député, vous êtes le rapporteur de la mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique, donc on est dans ce débat aussi préventif, prédictif, et data et santé. Les enjeux aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui a été exposé ici, c'est quoi pour vous? Les enjeux sont considérables puisque, de fait, surtout en France, nous avons une des plus grandes quantités de données de santé grâce à notre système assurantiel notamment. Donc ces données qui viennent d'ailleurs de sources diverses. Il y a les données de l'assurance maladie, les données individuelles des patients, via les DMP ou le dossier pharmaceutique. Il y a évidemment aussi les objets connectés, les données des professionnels de santé, et puis même les questions environnementales et autres. Bon, tout cet ensemble-là est considérable et peut générer, avec des algorithmes appropriés, une foule d'informations qui sont ultra bénéfiques. Et ce n'est jamais non éthique que de progresser dans la connaissance. Jamais. Donc il ne faut surtout pas écouter ceux qui vous disent il faut arrêter parce que ça soulève des questions éthiques. Non, c'est l'application après des données qu'il nous faut contrôler. Mais la recherche d'informations, elle doit progresser. Alors après, bien sûr, les données sont personnelles. Ça, c'est une règle d'or et donc ça doit être relativement protégé. Oui, mais ne soyons pas dupes. Si des hackers arrivent à rentrer dans les fichiers du Pentagone, vous pensez bien que la double anonymisation, c'est pas quelque chose qui est infranchissable. C'est pas infranchissable. On arrive à retrouver. Bon. Donc, ce qui est très très important, c'est de faire comme plusieurs pays d'Europe du Nord, c'est de pénaliser très durement ceux qui utilisent, parce qu'ils ont eu un accès illicite à cela, ensuite vont l'utiliser de façon inappropriée. Un employeur qui, par exemple, va refuser d'embaucher quelqu'un parce qu'il a des informations sur sa santé ou sur certains éléments génétiques de la personne, évidemment, il doit être lourdement pénalisé. Un assureur aussi qui l'utiliserait d'une façon abusive. Donc avec tout ça, on a, je crois, l'idée toute simple, les données appartiennent à chacun, l'utilisation globale est très importante et le bénéfice, il est et collectif et individuel. Bon. Collectif, on l'a dit tout à l'heure, la France ne se distingue pas en étant le meilleur pays en épidémiologie, hein, donc il faut progresser. Et individuel, eh ben c'est toutes les indications qu'on peut donner en prévention à chacun. Bon, mais le parlementaire que vous êtes, qui sait de quoi il parle en matière médicale, mais dit quoi comme limite, ou quel est pour vous le cadre en matière de prévention, de prédiction aussi, alors qu'on l'a bien vu, les acteurs du secteur plaident à la fois une certaine réserve et en même temps une ouverture complète pour pouvoir aller vers ces progrès. Et vous nous dites, vous,
connaître toujours plus, c'est jamais un problème éthique. Très bien, mais jusqu'où en prévention et jusqu'où en prédiction? Je pense qu'il faut sortir un peu d'un excès de frilosité, mais il faut garder une prudence appropriée. C'est-à-dire que la France s'est distinguée de certains autres pays en étant plus protectrice, et je crois que c'est une bonne chose. Mais par contre, malheureusement, on a freiné la progression par une frilosité excessive. Donc il faut sortir de cela. Il faut accepter d'ouvrir assez largement les vannes de la connaissance, de l'accès aux données. Il faut simplement que chaque fois, il y ait des autorisations qui soient demandées. L'autorisation individuelle. Chacune de ces données nous appartient, donc il est normal que l'on nous informe, et non seulement, mais qu'on demande notre consentement, et un consentement éclairé, ce qui suppose de parler de façon intelligible à chaque patient, quel que soit son niveau culturel. Donc il faut donner tous ces éléments. Ensuite, au moment de la restitution des données, il faut aussi expliquer. Quand un algorithme va vous dire, probabilité de tel diagnostic ou indication de telle thérapeutique, premièrement, ce n'est pas la machine qui décide, c'est le médecin. Donc c'est un conseil, mais ce n'est pas un ordre. L'algorithme ne donne aucun ordre. Le médecin, par contre, peut s'approprier tout cela, voir si c'est opportun, et il doit trouver le moyen d'expliquer non seulement cela, mais comment ça peut être généré. Ce qui n'est pas facile. Il faut comprendre que le médecin qui va dire « Monsieur, la machine là a dit que vous avez très probablement telle maladie et qu'il faut qu'on vous donne ce traitement », comment ça se fait? Parce que quand on fait un diagnostic, le malade comprend très bien. On a examiné le malade, on l'a palpé, on lui a fait une radio, etc. Bon, le malade comprend comment on a accès au diagnostic. Là, il y a une machine où on a mis des milliers de données dedans et il en sort une probabilité de diagnostic. Il faut pouvoir lui expliquer comment, simplement, mais de façon intelligible, comment le diagnostic et la proposition thérapeutique ont été générés. Alors, vous faites des propositions très concrètes d'outils comme un observatoire européen de l'intelligence artificielle. Vous dites qu'il faut responsabiliser les médecins face aux nouveaux outils et donc qu'il faut former les professionnels. Et vous faites dans votre rapport des propositions, un certain nombre de mesures, de propositions pour encadrer au fond l'intelligence artificielle et dans ce contexte d'amélioration de la prédiction et de la prévention. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de ces mesures? Et je fais réagir Mme Stoppalione. Oui, moi je serais d'ailleurs très, très heureux de savoir ce qu'elle en pense, puisque comme elle l'a dit, il y a eu plusieurs expressions qui ont été au niveau national effectuées. Nous essayons de nous situer dans une relative modération un peu au milieu. Mais nous souhaitons effectivement, comme vous l'avez dit, avancer substantiellement. Donc je crois qu'il y a effectivement la notion à comprendre que même si ces choses sont avec nous déjà depuis quelques années, nous ne sommes quand même qu'encore au début d'un très vaste phénomène. C'est la première fois que dans une loi de bioéthique, il y aura l'intelligence artificielle qui sera impliqué. C'est un domaine tout nouveau, mais ce sera le domaine le plus important dans les révisions futures. Aujourd'hui, ce que tout le monde croit le plus important, c'est la procréation. Demain, les questions de procréation, de don d'organes, tout ça, seront bon an, mal an à peu près résolues. Oui, au fond, l'enjeu est moins important que celui de l'intelligence artificielle. Mais celui de l'intelligence artificielle va devenir considérable. Nous pensons donc que nous n'avons pas la prétention de régler tout cela aujourd'hui. Et donc, il faut mettre en place un système qui sera évolutif, avec les données futures qui vont être de plus en plus nombreuses et avec une évolution exponentielle. Ce pourquoi nous proposons que dès maintenant, à l'intérieur du Comité national d'éthique, il y ait une partie dévolue spécifiquement à l'intelligence artificielle et que demain, les personnes qui s'en occupent au sein du Comité national d'éthique s'individualisent pour créer à part entière un comité d'éthique de l'intelligence artificielle, avec l'espoir que celui-ci pourra cheminer conjointement avec les autres structures qu'on appelle de nos voeux au niveau européen, parce qu'on ne voudrait pas que se reproduise pour l'intelligence artificielle ce qui s'est passé pour tous les autres domaines de la bioéthique, que ça soit complètement disparate, voire même opposé, entre des pays qui ont des cultures aussi proches
que la Belgique, la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. On a des cultures comparables. En termes de règles bioéthiques, on est complètement à l'opposé les uns des autres. Donc on voudrait bien que pour l'intelligence artificielle, au moins, on puisse dialoguer d'une façon plus féconde et trouver des règles communes, au moins en partie. Alors, réponse de votre confrère tout à l'heure, mais Madame Stoppa-Leone, parce que le Comité national d'éthique, vous êtes évidemment la première concernée, et puis les deux opérateurs que sont le laboratoire et l'assureur, est-ce que c'est le cadre que vous souhaitez, que vous voyez, est-ce qu'il ne va pas être trop contraignant, ou est-ce qu'au contraire, il va vous donner la capacité d'agir tel que vous le définissiez? Question. Madame Stoppa-Leone, je vous en prie. Alors, moi, je suis vraiment les grandes lignes de ce que vous avez dit, et donc, je pense qu'on est à un moment assez formidable, finalement. Les connaissances, on a des nouveaux outils drivés par une informatique formidable qui nous permet d'accumuler des connaissances, dont des connaissances, je dirais, qui partent d'une démarche assez agnostique grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, pour les tests génétiques de façon générale, mais en fait, c'est tout à fait transposable au reste. J'ai une espèce de mantra, de credo, selon ses croyances, de leitmotiv, qui est que les tests que l'on doit faire doivent être des tests de qualité, c'est-à-dire de ne pas se tromper dans la prédiction, dans la conséquence, le résultat d'un algorithme. Donc des tests de qualité chez des personnes informées et accompagnées. Ça, c'est les grands piliers. Pour moi, c'est des piliers essentiels qui sont vraiment faits du bon sens. C'est, je dirais, une pratique médicale millénaire. D'abord, ne pas nuire. Et donc, encore faut-il vraiment... En gros, ça veut dire être toujours préoccupé de s'assurer que ce que l'on dit, que la prédiction, quelle que soit son origine, est juste. Et que je reviens, que l'intérêt pour la personne, pas seulement le malade, pour la personne, soit important, tant à titre individuel, pour son corps, pour la société, etc. Jean Kramars, et avec le micro, si vous voulez bien, et le professeur Piedbois. Alors, là, on revient à du bon sens, à des fondements de qualité, la prestation, on informe, on accompagne. Au fond, c'est un peu ce que vous nous avez décrit aussi. C'est le cadre que vous souhaitez. Je pense que c'est encore une fois, c'est vital. Aujourd'hui, les premiers clients de l'exploitation de toutes ces données sont les médecins, littéralement. C'est comme l'a expliqué Olivier Véran, il a l'impression, le médecin, grâce à ça, de pouvoir toucher la science-fiction du doigt, de passer à une pratique artisanale, à quelque chose où sa capacité de connaissance... L'histoire de la médecine à ses pieds, quoi, voilà, à son service. Par des millions. Et donc, c'est aujourd'hui comme ça que tout est construit, mais le client final, c'est le patient. Et donc, c'est vraiment pour lui que tout ça doit être construit, pas juste pour faire progresser la science, mais se demander à chaque fois individuellement, mais à lui, qu'est-ce que j'apporte par cette démarche? Est-ce que le message... Honnêtement, monsieur, ça ne va pas vous sauver et je ne vois pas très bien ce que ça va régler pour vous. En revanche, vous faites progresser la science. Il n'est pas toujours suffisant, il n'est pas toujours compris, en tout cas. Donc, quel est le bénéfice de l'histoire individuelle que je raconte à un malade? Docteur Piedbois, si vous voulez bien prendre le micro, s'il vous plaît. Je m'inscris tout à fait dans ce qui a été dit. Je voudrais faire deux commentaires. Le premier sur ce qui a été dit à propos de la nécessité, et j'ajouterais l'adjectif absolu, d'avoir une coordination à l'échelle supranationale de ces réglementations. Européen ou plus large? Européen. On est à l'échelle de l'Europe. Ça me paraît absolument essentiel, et en particulier pour une industrie du médicament qui est européenne, si ce n'est mondiale. Pour ne pas se confronter à 28 ou à 27 réglementations différentes. Je crois savoir, mais peut-être pouvez-vous le confirmer, je crois savoir que dans quelques jours doit être émis par l'Europe des recommandations éthiques sur une utilisation de confiance, dira le rapport, de l'intelligence artificielle. Et moi, j'attends beaucoup de lire ça, parce que je crois que c'est vraiment essentiel et que ça va alimenter le débat. Ensuite, je voudrais également revenir sur quelque chose qui a été dit très très justement par M. Touraine, concernant la place du médecin au milieu de tout ça. Et tout à l'heure, je l'évoquais quand je parlais du défi pour les acteurs de santé. Et quand je dis médecin, je dirais acteurs de santé en général. Le médecin doit
c'est ma conviction profonde, doit rester au centre de la relation entre le médecin et le malade. Et comme vous l'avez très bien dit, le malade ne comprendra jamais qu'une vérité, un diagnostic, voire vécu comme une sentence, sorte d'un ordinateur sur lequel on aurait appuyé. Et ça, je crois que ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Et c'est vraiment, ça fait partie des créneaux qu'on a tous, et je crois qu'il faut les affirmer très très fort. Ce que vous venez de souligner, c'est qu'on va avoir aussi individuellement les patients, les citoyens, une approche, un rapport à son médecin qui va forcément évoluer, parce que les patients ne vont pas être hors de la connaissance des outils que vous allez utiliser. Les malades ont un rapport avec leur médecin qui va évoluer. Les médecins doivent faire également évoluer leur métier. On a, tout à l'heure je l'ai évoqué, on a et ça a été très bien présenté également entre les deux tables rondes, on a des outils qui arrivent, qui sont d'ores et déjà utilisables, et qui vont faire qu'on va avoir des diagnostics plus sûrs, on va avoir des diagnostics plus rapides. Quelle est la place du médecin dans cet arsenal de diagnostics ? Quelle place, nous, citoyens, on lui donnera aussi. C'est-à-dire qu'un jour, l'automédication ça, peut paraître... sur ce point, est-ce que, monsieur le député, voulait rajouter un mot avant que je passe la parole à la salle ? On a encore 15-20 minutes avant la conclusion, et pour avoir les réactions de la salle. Oui, vous voulez dire un mot ? Oui, je vous en prie. Moi, je trouve que on change actuellement de modèle de médecine. Avant, effectivement, on parlait de soins, maintenant on parle de santé. Et ça, je pense que c'est fondamental. Que la relation, et c'est intéressant, avant on avait une relation, on avait un médecin qui était un petit peu isolé et qui avait en face de lui un patient, et maintenant on va avoir un exercice coordonné de la médecine face à une population. C'est ça les deux grands changements, et c'est là où effectivement les données sont intéressantes. Je reviens un petit peu sur la prévention, mais pour moi c'est vraiment le changement qu'on va avoir, on change le monde, mais pour le médecin, tu vois, la pratique médicale et la vue du patient, je pense qu'on change radicalement de choses. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, par rapport à l'intelligence artificielle, bien évidemment, ce n'est qu'un outil. Et qu'un outil qu'il faut contrôler. On l'a vu récemment, je ne suis pas un spécialiste de l'aéronautique, mais il y a quand même des avions qui tombent avec de l'intelligence artificielle, et il ne faudrait pas effectivement qu'il y ait des patients... qui meurent par rapport à ça. Donc c'est toujours un truc qu'il faudra contrôler. Et donc on va avoir une très très grande prudence par rapport à ça. Bonjour à tous, je m'appelle Marie Trancard, je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Je voulais poser une question en lien avec le suivi, l'enjeu du suivi de l'efficacité et de la sécurité du médicament en vie réelle, qui est un objectif du Health Data Hub, on l'a compris, en facilitant l'appariement avec les registres de professionnels de santé. Comment vous envisagez d'aller encore plus loin sur la question de la production de données qui n'existent pas, de données cliniques de qualité qui n'existent pas? Est-ce que conditionner la prise en charge par l'assurance maladie à la transmission par les hôpitaux de certaines données pourrait être une option? Je crois que c'est déjà possible dans la loi. Et quel est votre sentiment vis-à-vis de cette option pour aller encore plus loin dans la production de données cliniques de qualité qui n'existent pas encore aujourd'hui? Noda Boudjema, vous aviez une question aussi? Allez-y. Oui, donc en fait, c'est sous forme d'un commentaire. Avec mon ancienne casquette de vice-présidente du groupe d'experts IA de la Commission européenne. Justement, le point sur l'IA de confiance, c'est essentiel, et c'est un peu plus vaste que seulement les questions éthiques, et qui a un lien avec le titre de la table ronde, c'est-à-dire quelles améliorations. Là aussi, quelles améliorations en termes d'efficacité. Il est essentiel de cibler l'utilité clinique. Et cette utilité clinique ne fait pas des médecins comme premiers clients, mais en fait comme les premiers professeurs de cette IA, parce que l'IA doit apprendre d'abord, avant de généraliser, avant de prédire, avant de se projeter et aider. Donc cette phase d'apprentissage à partir des données, on a beau avoir... Quand on dit qualité, c'est un fourre-tout, qualité des données. En fait, on peut avoir les meilleurs, enfin les moins bruités, très interopérables, etc. Mais cerner un corpus de données qui est dédié à la résolution du problème et au modèle qu'on veut faire apprendre et à la question qu'on veut résoudre, c'est pas seulement l'affaire d'un data scientist, c'est l'affaire aussi du clinicien. Donc c'est d'abord peut-être même l'affaire il doit définir son cahier des charges et son objectif. Vraiment, s'il y a un message, l'IA n'est pas une baguette magique, c'est un effort, l'innovation est un effort interdisciplinaire entre les data scientists, et au passage, c'est pas que mathématiques, c'est math-info, mais aussi avec les cliniciens, parce que la sélection des données qui ont du sens clinique, qui ont de l'utilité clinique,
ce n'est pas les data scientists qui vont l'apporter. Et on pourrait même aller jusqu'à se demander si, dans la notion d'ouverture, de partage, il n'y a pas aussi, une fois qu'on a obtenu des données et qu'on a défini un cahier des charges, un objectif, une capacité à redonner ça ensuite aux autres pour que, quand ce sera efficace, pour qu'ils partagent aussi ça. Est-ce que ça, par exemple, les laboratoires accepteront de le faire? Absolument. Sur le point coordination européenne, effectivement, donc il y aura un événement européen le 9 avril pour la publication de ce rapport, et surtout la suite à donner à ce rapport, parce que l'idée n'est pas d'arriver avec des rapports et s'arrêter là. Il y a un assessment list, en fait, qui va considérer de manière sectorielle les industriels, et les industriels de la santé sont visés pour participer à cette évaluation et à cet assessment list pour une IA de confiance. Et là-dedans, on trouve les questions, effectivement, de représentativité des données, etc., pour justement la mise en place d'une IA efficace. Oui, bonjour, Bernard Gauthier, je travaille pour un labo pharmaceutique. J'avais une question aujourd'hui, on a parlé beaucoup de prévention, de diagnostic, donc d'utilisation des données pour finalement en sortir, on va dire, une adaptation de traitement ou des traitements. Aujourd'hui, toutes les molécules qui sont produites suite à un certain nombre d'études cliniques ou dans un cadre réglementaire assez strict. Comment on va transposer finalement ce cadre réglementaire et la valeur de preuve qu'il a avec tout ce qui pourrait être l'exploitation des données, avec différents data scientists, algorithmes d'IA qui ne seront pas forcément les mêmes. Comment est-ce qu'on peut, je dirais, arriver à la même uniformisation et la même je dirais, valeur. Et à l'usage par tous de ces données-là, tout au long de la vie d'une molécule, d'un médicament. Exactement, pour avoir le même niveau de confiance finalement qui est apporté. Oui, bonjour à tous. Merci pour vos interventions. Mario Gendrosek, je fais du conseil en transformation digitale. Et donc j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, monsieur le député Isaac Sibi. Donc l'enjeu d'aider vraiment tout le monde à travers cette prévention qu'on essaie de mettre en place. Donc on voit par exemple qu'en province, c'est déjà beaucoup plus difficile d'avoir accès aux soins, et aussi en banlieue parisienne en partie. Donc est-ce que l'enjeu des données, c'est seulement une plateforme, un niveau technique très très supérieur, ou est-ce que ça peut être aussi comment redonner accès aux soins à ces personnes-là? Et j'ai l'impression qu'on a un peu moins parlé de cela, et oui, je serais curieux de connaître vos réponses. Ouais. Je vous en prie. Alban Gaillot, tout à l'heure, nous disait que tout l'écosystème de la santé, toute la question du parcours de soins et les réformes abordées dans la loi santé pour répondre à ça et permettre justement l'accès plus facilement, étaient déterminants. Donc c'est un peu la même thématique, vous avez raison. Je ne sais pas si on y répondra là, mais en prévention et en prédiction, c'est très important en effet. Alors, il y a toute une série de sujets. Jean-Louis Touraine, je vous en prie. Pour la première question, je pense que Cédric Villani a bien raison quand il dit que le domaine de la santé est probablement celui où l'intelligence artificielle peut être le plus utile, le plus indispensable même, parce que la multiplicité des données qui sont impliquées dépasse souvent les capacités du seul cerveau humain, et donc un niveau d'efficacité amélioré. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est, on va parler surtout de la prescription, il est évident qu'on peut avoir maintenant déjà très couramment des thérapeutiques qui sont ciblées en fonction de toutes ces données et de façon plus performante que ce qu'on aurait pu faire sans avoir tous les algorithmes appropriés. Donc ces traitements ciblés ont un gros avantage, c'est d'éviter de donner un traitement inutile à un patient parce qu'il n'aura pas d'efficacité. Malheureusement, il aura les effets secondaires. En cancérologie, c'est évident, mais dans d'autres domaines également. Donc on ne cible que le traitement dont on sait qu'il va être efficace. Et puis ensuite, ça donne les moyens pour avoir une vraie pharmacovigilance. Mais là, je l'appelle de mes voeux, parce que il y a déjà quelques essais, vous l'avez dit, avec les hôpitaux, etc. Bon, il faut aller bien au-delà de ça. Théoriquement, il devrait y avoir un suivi de chaque patient pour avoir des niveaux divers d'efficacité, des niveaux divers d'effets secondaires, et tout un tas d'informations précieuses une fois qu'elles sont colligées sur un groupe important de population. Donc je crois que oui, c'est un outil majeur du suivi, de l'évaluation, de l'aide à la progression dans les prescriptions. Sur ce sujet,
les deux acteurs que vous êtes, le labo et l'assureur, peuvent jouer un rôle, parce que on voit bien qu'il s'agit d'accompagner un patient, mais pour ça, de mettre en œuvre aussi des outils qui doivent lui permettre de prédire, le cas échéant, une aggravation, ou au contraire, de voir comment il va réagir avec les effets secondaires aux médicaments que vous êtes en train de lui mettre à disposition. Comment est-ce que vous pouvez accompagner aussi? Ça voudra dire aussi qu'il faudra jouer le jeu, vous. On le voit aussi dans les démarches sur les protocoles, les questions sur les protocoles. Il faudra tout ouvrir et tout donner aussi. Vos propres secrets industriels, peut-être. Ouais. Très sincèrement, je pense qu'on est à livre ouvert et que ce dont on a le plus besoin, c'est d'un dialogue, effectivement, qui soit facile. En passant d'un monde à l'autre, puisque j'ai navigué entre le monde académique et le monde industriel, je me suis rendu compte que parfois, le dialogue n'était pas si facile que ça. Et donc, j'appelle vraiment de mes voeux que ce dialogue, qui est devenu plus fluide quand même au fur et à mesure des années, soit encore plus fluide. Mais je suis complètement d'accord. Et ce que dit M. Touraine, c'est aussi dire que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, un médicament, le développement d'un médicament, c'est un continuum. Et ça n'a pas toujours été vécu comme ça. Et d'ailleurs, je reprends une des questions qui a été faite sur l'évaluation des médicaments. Aujourd'hui, l'évaluation des médicaments, c'est souvent la sanction, et j'ose le mot, c'est la sanction qui arrive au bout d'un programme de développement qui commence par A et qui finit par Z. Je crois que c'est une vision qu'on doit dépasser. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais de fin. Et voilà. Et vous avez insisté sur la pharmacovigilance, et vous avez parfaitement raison, mais j'insiste aussi sur comprendre la valeur, y compris la valeur thérapeutique, et les limites de la valeur thérapeutique d'un médicament. Et donc, pour tout ça, il faut effectivement travailler à livre ouvert. Et moi, je suis 100% pour. Vous avez conscience quand même que ça voudra dire une exigence de plus grande ouverture encore de certains de vos aspects qui sont cachés aujourd'hui derrière le secret industriel. Nous y sommes prêts. Ça valait la peine de poser la question. Je vous en prie, comment l'assureur peut lui aussi accompagner, sans déjà faire la morale? Moi, je voudrais juste dire là-dessus, et ce n'est pas forcément l'assureur, ça peut être des tas d'autres intervenants, ça peut être des startups. Encore une fois, la donnée médicale, elle est évidemment dans des plateformes, dans des hubs, dans des gros systèmes de santé, mais notamment sur cette question de l'évaluation des médicaments. Il y a les médicaments dangereux, il y a les médicaments à service médical rendu faible. C'est le patient tous les jours qui, en réalité, aujourd'hui, avec des instruments gratuits très simples, un iPhone, un smartphone, va pouvoir dire « je l'ai pris à telle heure, tel jour, je me sens bien, je me sens pas bien ». C'est totalement sous-exploité, on est encore dans l'ancien monde, et avant même de parler des effets indésirables, qu'effectivement on peut reporter en continu à coût zéro et dans des conditions parfaitement sécuritaires, on peut aussi, et c'est presque très effrayant, mesurer si ça sert à quelque chose ou pas, cette affaire. Et je ne sais pas si c'est à l'assureur de le faire, mais on est vraiment dans une data répartie dans sa collecte, dans son traitement, dans son ressenti. On est très loin de la médecine génétique fine, et pourtant, en termes de progrès pour la santé publique, il y a des choses extraordinaires et quasi gratuites à faire. Oui. Alors, il y avait cette notion de sécurité de pharmacovigilance, il y avait la notion... Alors, vous avez eu des éléments supplémentaires sur l'Europe, plus qu'une question, nous le disait Noza Boudjema, c'était plus des informations complémentaires de ce que vous évoquiez. La question de l'ouverture de vos cahiers des charges, comment dirais-je, l'obligation à mieux le préciser de la part du monde scientifique. L'évolution de la vie des molécules. Vous voulez poser une question encore? Ce sera la dernière, si vous voulez bien, parce que je vais passer bientôt la parole à la sénatrice de Roche pour conclure, mais je vous en prie, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Stéphane Lemasson, journaliste pour Terragora. Les députés viennent de voter, je crois, une prescription, on va l'appeler comme ça, pharmaceutique. Je voudrais savoir, à l'instar de ce qui se passe en Suisse avec les arbres décisionnels, dans le cadre de Netcare, est-ce que les données de santé pourraient servir à établir ces arbres décisionnels? Et dans ce cadre-là, pourquoi le dossier pharmaceutique, ou en tout cas les données issues du dossier pharmaceutique, ne peuvent-ils servir ou ne peuvent-elles servir à alimenter le Health Data Hub qui aujourd'hui ne figure pas dedans? Oui, vous parlez bien du dossier pharmaceutique, celui géré par l'Ordre national des pharmaciens. Exactement. Et qui permet qui collecte un certain nombre de données et qui aujourd'hui, si je ne m'abuse, ne doit pas servir à alimenter le Health Data Hub. Pour moi, effectivement, toutes les données remontent dans le Health Data Hub, et notamment aussi le dossier pharmaceutique. Aujourd'hui, on a fait en sorte que dans la loi, effectivement, il y ait d'autres données de santé, le plus possible de données de santé puissent remonter. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci.
Ce que je dis, effectivement, il y a deux questions par rapport à la prévention. C'est vrai, effectivement, que c'est tenté. Je dis, moi, je suis assez sensible à ça par rapport à l'épidémiologie. On n'est pas bon dans notre pays, il faut que ça s'améliore. Il y a des gens qui progressent en santé, il y en a qui ne le progressent pas. On sait qu'il y a une partie de la population qui, effectivement, continue à mal se nourrir, à mal se... Et ça, c'est un vrai problème, je veux dire. Ou de ne pas avoir accès, ce que disait monsieur, aux soins de base. Ou ils n'ont pas l'accès, ou ils n'ont pas l'éducation. Tout le problème, effectivement, c'est un problème d'éducation à la santé. Ça, moi, j'y crois beaucoup dès le plus jeune âge. Il faut faire en sorte que les gens s'éduquent par rapport à ça, soient sensibles, soient réceptifs par rapport à ça. Parce que il y a des populations, où il y a des âges, où, grosso modo, qu'on voit chez les jeunes, qu'on voit chez les étudiants, ils sont totalement... Enfin, ils sont pas là-dedans. Donc, il y a vraiment... Et je trouve au niveau épidémio, grâce à ces données, on sera de manière beaucoup plus fine par rapport, effectivement, par rapport aux villes, par rapport aux quartiers, par rapport aux zones périurbaines. Des choses, effectivement, les industriels le savent très bien. Hein, grosso modo, certains géants de la distribution savent très bien comment ça fonctionne. Nous, au niveau puissance publique, on n'a aucune de ces données. Et ça, je pense qu'effectivement, ces données, c'est très important pour une politique de prévention. Il y a une petite chose par rapport effectivement les données de santé. C'est bien, mais à mon avis, c'est pas tout. Je veux dire, enfin, moi, en tant que médecin, il y a deux choses. On s'appuie par rapport au diagnostic, par rapport à des connaissances. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle pourra nous apporter. Par rapport à l'expérience, ça, l'intelligence artificielle nous fera un très gros progrès. Et puis après, il y a autre chose. De temps en temps, lorsqu'on voit un patient, par rapport au diagnostic, il y a autre chose qui n'est pas de l'expérimentation, qui n'est pas de la connaissance. Ça s'appelle l'humain, ça. C'est l'humain. Non, c'est l'humain. La personne. Et puis c'est aussi le nez. C'est quelque chose qui... Intuition. Et ça, effectivement, l'intelligence artificielle ne le donnera jamais. Il n'y aura pas la petite lumière qui sonne. Il y a un truc. Et ça, effectivement, c'est pour ça que l'intelligence artificielle ne doit être qu'un outil, et doit rester qu'un outil. Jean-Luc Touraine, oui, sur la question posée par le confrère. Plus généralement, je pense qu'il est très très important de développer des liens entre tous les systèmes. Et en France, on a une constellation de données, mais qui ne sont pas toutes reliées les unes aux autres. Donc on a insisté justement la semaine dernière dans la discussion pour que le dossier pharmaceutique soit... Qui fonctionne très bien, lui. Pardon ? Qui fonctionne très bien, lui. Qui fonctionne très bien depuis déjà pas mal de temps, bien avant le DMP. Donc que tout ceci soit connecté et que des liens soient établis, donc entre le dossier médical partagé, le dossier pharmaceutique, les dossiers hospitaliers, enfin toutes les données, parce que sinon c'est extrêmement dommageable si on a des silos qui ne sont... qui ne sont pas suffisamment reliés les uns aux autres. Je voudrais également répondre à une question qui avait été soulevée tout à l'heure sur la qualité. Je pense que c'est vraiment très très important. Mais en même temps, je dirais qu'il est important aussi de savoir que dans ces domaines, on n'atteint jamais la perfection. Donc il faut aussi en même temps avoir le doute, le questionnement, la modestie. Donc de se dire, oui, on essaye d'avoir les données de la plus grande des qualités, mais réévaluons-la, et peut-être que dans 2-3 ans, on se rendra compte que c'est imparfait et qu'il faut dépasser notre première approche. Donc je crois que oui, la qualité, c'est absolument indispensable, mais soyons encore un peu modestes. Et puis, mon dernier point, c'est attention, parce qu'ici, nous ne sommes pas représentatifs de la population générale. Ici, en termes de santé, vous voulez dire ou... de réflexion sur ces questions. En termes de santé, je pense qu'on est à peu près... Sur ces questions, je crains que nous soyons un peu sélectionnés sur une approche relativement rationnelle des problèmes. Ce n'est pas la situation de tous nos contemporains, et je crois qu'on a un énorme effort à faire pour lutter contre la confusion qu'il y a chez beaucoup entre la connaissance rigoureuse, scientifique, rationnelle, et puis la croyance, l'émotion, la subjectivité. On en a vu la preuve dans les débat sur difficultés des vaccinations. On a répétitivement ce questionnement. Et je crois qu'on a un grand effort à faire. Sinon, on va avoir un fossé qui va se creuser davantage. C'est quand même un grand paradoxe dans un pays qui est très en pointe, on vient de le dire sur toute la matinée sur les datas, qui est celui de Pasteur, alors que la Bolivie aujourd'hui est mieux couverte en termes de couverture contre la rougeole, par exemple, de vaccination contre la rougeole. Oui, mais vous le savez, l'humain n'est pas... Les Boliviens ne sont pas plus bêtes que nous. Mais l'humain n'est pas que rationnel. Je dirais ça saurait si toutes nos décisions étaient réfléchies. Il n'y aurait plus du tout de fumeurs depuis longtemps, ni d'alcooliques. Et Erasme
à l'époque où il écrivait L'éloge de la folie, disait déjà que les femmes se méfieraient beaucoup avant de répondre aux avances des hommes si elles réfléchissaient à toutes les conséquences. Des données prédictives sur donc heureusement, nous ne sommes pas que rationnels, parce que peut-être que l'espèce humaine aurait disparu si elle était très rationnelle. Donc, il est vrai qu'on a une part qui n'est pas... Mais l'équilibre entre les deux est rompu dans une partie de la population aujourd'hui, avec des personnes dont les décisions sont presque jamais basées sur des éléments réfléchis, rationnels, et beaucoup plus sur les fake news qui sont propagés par les réseaux sociaux, par les complots présumés, le fait que l'industrie pharmaceutique ne servirait qu'à enrichir certains, mais sûrement pas à apporter des traitements efficaces, enfin des imbécilités, mais auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Tous les jours. Et donc il faut que nous travaillions à ça aussi, parce que c'est bien d'apporter des progrès, mais c'est encore mieux si on peut faire en sorte qu'ils bénéficient à toute la population. Bon, je viens de noter que vous avez inventé l'appli qui permettra de scanner la personne qui nous drague, et on pourra voir tout de suite son état de santé et dire non, il boit trop ou elle fume trop. C'est évidemment un fantasme auquel on ne pensait pas, c'est pas le sujet. Merci à tous les orateurs de la deuxième table ronde pour leur intervention. Merci à vous.